à tous. Dans cette période inédite que vit la communauté depuis le mois d'août dernier, Désiré Avis, modérateur général ad intérim, a souhaité prendre la parole pour faire un point d'étape auprès de nous tous, frères et sœurs de communautés partout dans le monde. Alors on va parler de la visite apostolique, évidemment, des éléments qui ont motivé la décision de Rome. On s'arrêtera notamment sur le traitement des abus au sein de la communauté. On abordera aussi le fonctionnement ordinaire de la communauté et les grands chantiers qui sont devant nous. Ce sera l'occasion de revenir sur la démarche Cœur à Cœur qui a été initiée par le Conseil international et Michel Bernard de Vrégy en août 2024. Bonjour Désiré. Bonjour Séverine. Alors l'idée de cette vidéo, c'est une discussion libre, franche et directe, c'est ce qu'on s'est dit. Donc pour commencer, petit retour 18 mois en arrière. À ce moment-là, avec Marie, ton épouse, vous êtes responsable de la province Marseille-Languedoc-Corse, j'en oublie pas. Tu n'en oublies pas. En juin 2024, tu es appelé comme économe international de la communauté. Et puis en août 2025, tu es élu responsable du gouvernement intérimaire suite à la renonciation de Michel Bernard. Et en octobre dernier, tu deviens modérateur général ad intérim par la décision du cardinal Farel. Un changement de vie un peu radical. Comment est-ce que tu as traversé toutes ces étapes assez rapides ? Je suis passé par tous les sentiments, hein. Parfois évidemment beaucoup d'étonnement, de la peur, parce qu'on se dit ça me tombe sur moi, pourquoi moi, de la reconnaissance pour mes frères et sœurs qui m'ont élu, de la joie d'être au service. Et puis quand on est dans la communauté, qu'on est au service, et maintenant je me la mets en application personnelle. Quel est le regard, si tu reviens 18 mois en arrière, quand tu étais, j'allais dire, simple frère de communauté, quel est le regard à ce moment-là que tu portais sur la communauté, avant de rejoindre le gouvernement ? Alors je vais tout de suite te donner une petite précision. Je veux rester un simple frère de la communauté. Certes, je suis modérateur, mais je veux rester un simple frère. Pour moi, cette communauté, c'est un lieu où j'ai la chance de grandir dans ma foi avec les autres, de partager avec eux, avec tous les états de vie qui composent notre communauté, les prêtres, les laïcs. C'est vraiment important pour moi. Voilà. Ensuite, c'est mesurer qu'on est tous frères d'un même père. Et de le vivre quotidiennement dans ma maisonnée, dans mon secteur, dans ma province, c'est ça qui m'a plu dans la communauté. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es devenu modérateur ? Est-ce que ça élargit quelque part ton regard sur ce qu'est la communauté ? Je suis passé du prisme de ma maisonnée à une vision mondiale. Et cette vision mondiale, on passe de 200 personnes à 14 000 personnes. Je crois que c'est intéressant de rappeler que la communauté, c'est 14 000 personnes qui est répartie dans 60 pays sur nos 5 continents. Nous sommes organisés en zones. La France est elle-même une zone avec 6 700 personnes. Ensuite, nous avons l'Afrique avec 4 200 personnes. Puis l'Europe avec 2100 sœurs et frères. Et puis on a les 3 continents, Asie, Océanie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, qui ont entre 300 et 350 personnes. Quand on somme tout ça, on est autour de 14 000 personnes. Ce qui est vraiment, pour moi, nouveau, c'est la particularité locale de la communauté. Je découvre que dans chaque zone, il y a vraiment quelque chose qui relève de l'identité locale. Et en même temps, dans chaque zone, on commence par la louange, il y a l'adoration et on retrouve des standards. Et c'est ça aussi la beauté, pour moi, de la communauté. Quels sont les grands axes qui guident ta mission aujourd'hui ? Alors, les grands axes, moi, je vais pour l'instant y répondre par 3 questions. Ces 3 questions, c'est qui sommes-nous en 2025-2030 ? Que voulons-nous être ? Et puis, qu'avons-nous à recevoir et à donner au monde ? Est-ce que tu peux nous illustrer justement ces 3 questions ? Si on les prend une par une, comment tu répondrais à cette question de qui sommes-nous ? Qui est la communauté de l'Emmanuel ? Prioritairement, c'est le sujet de l'équilibre de vie. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est important chez tous nos frères et sœurs. Comment j'ai une vie unifiée dans « je suis du monde sans être du monde » et comment en 2025, je reste un communautaire et en même temps, je suis pleinement ancré dans ce monde. Et puis, on a plein de sujets qui sont questionnés aujourd'hui. C'est l'accompagnement, par exemple. On a des groupes qui se sont installés pour discuter de l'accompagnement. Est-ce qu'il doit être obligatoire ? Est-ce qu'il n'est pas obligatoire ? Enfin, ce sont des questions qui sont reposées. À quel rythme ? Tout à fait. Donc, au bout de 50 ans, c'est normal qu'une communauté se repose des questions qui, pour les plus anciens, c'est une évidence. Pas forcément le cas pour les nouveaux. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais prendre le temps de questionner ? Très particulièrement, par exemple, l'entrée des jeunes dans la fraternité.
Là, c'est une question est grande pour moi, parce que quand on va à la fraternité, on voit quand même beaucoup de têtes grises. Et puis les jeunes se disent, est-ce que c'est vraiment notre place? Il faut être en probation. Enfin, voilà, si on veut découvrir la fraternité, il y a 50 ans, Pierre Goursat ne se posait pas ces questions. Il proposait aux jeunes de découvrir la fraternité. Voilà, on doit se re-questionner sur ces points-là. Ensuite, le deuxième point, moi, que je trouve intéressant, c'est cet équilibre entre est-ce que nous sommes une communauté d'adorateurs ou est-ce que nous sommes une communauté de personnes en mission et en service. Alors évidemment, ce n'est pas tout l'un et ce n'est pas tout l'autre. Mais en tout cas, moi, quand je discute avec les frères et sœurs, c'est un point qui est important et qui mérite qu'on s'y arrête. Voilà. Et puis le troisième point, parce que je le découvre, c'est vraiment cette communauté internationale. Moi, je dirais plutôt une communauté multiculturelle. Parce que ce qui est important, c'est ce qui se vit au plan local. Ce n'est pas tellement de savoir bien parler anglais, bien parler chinois ou bien parler brésilien. C'est vraiment de dire, est-ce que dans la gouvernance de notre communauté, on prend en compte ces réalités locales et qu'on ne transpose pas la monoculture française à quelque chose qui serait appliqué partout et qui a une polyculture véritablement assumée. Donc ça, c'était le premier axe. Qui sommes-nous? Le deuxième axe, c'est ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu pourrais dire, comment tu pourrais répondre à cette question? Alors, la première chose que nous voulons, c'est être des enfants du Père. Et toujours se redire à temps et contre temps que Dieu est premier dans nos vies. Peu importe que ce soit la communauté de l'Emmanuel ou autre chose, Dieu doit être premier dans ma vie. La communauté de l'Emmanuel est un moyen pour m'y aider. Le deuxième point, parce que je crois que c'est une caractéristique forte de la communauté, c'est une formation solide, en interne, et puis une formation solide donnée pour l'externe. Je crois que nous sommes attendus sur la qualité de notre formation, et donc je souhaite amplifier cet aspect de la formation pour nous et pour nous tous. Enfin, le troisième point, c'est la juste place donnée aux jeunes. Alors, pas pour que ce soit un slogan, parce que ça, je l'entends beaucoup, les jeunes en premier, mais il faut simplement se replonger dans l'histoire. C'est vrai, on a 50 ans, mais c'est toujours intéressant de regarder l'histoire. Il y a 50 ans, Pierre Goursat, qui lui-même avait 60 ans, s'est entouré de jeunes de moins de 30 ans et ont fait avancer la communauté. Ma responsabilité, la responsabilité de tout le gouvernement aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes de construire un rêve dans la communauté et pas simplement se mettre dans les chaussons de leurs parents ou de leurs grands-parents. Le troisième axe, c'est ce que nous avons à recevoir et à donner au monde. Qu'est-ce qu'on a à recevoir et qu'est-ce qu'on a à donner? Alors, moi, j'ai toujours dans le cœur cette image du pape François qui parlait du polyèdre, cette figure géométrique qui fait un ensemble et en même temps qui est très différente en fonction de comment on la regarde. Le monde, si on a la chance de le regarder un petit peu comme ça, c'est une vraie chance pour nous, communauté. Donc, apprenons de la richesse des autres. Et puis, quand on apprend de la richesse des autres, souvent, elle nous confirme dans nos propres richesses. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se replier sur soi, qu'il faut au contraire s'ouvrir largement au monde? Eh ben, c'est une exigence et on entend beaucoup dans la communauté, vous êtes un petit peu tourné vers vous. Alors, si on l'entend, c'est qu'il y a un petit peu de vrai quand même. Donc, dans ces cas-là, on se tourne vers le monde. Le deuxième point, moi, qui me touche, c'est la joie de vivre et de témoigner de notre état de vie. C'est le pape Benoît XVI qui, lorsqu'il recevait les responsables de la communauté il y a quelques années, disait « Votre charisme, c'est de donner au monde cette joie de vivre de vos états de vie, prêtres, laïcs, consacrés, et vous devez apporter au monde cette richesse. » Alors ça, c'est bien pour nous, pour la communauté, pour le donner au monde, mais je crois qu'on a aussi à regarder ce qui nous est proposé du monde et l'ouvrir sur l'accueil des personnes différentes, l'ouvrir sur l'accueil des personnes qui parfois sont dites en situation irrégulière. Eh bien, pour moi, c'est quelque chose qu'on a à travailler. On ne doit pas se masquer la face sur ce sujet-là. Donc, tu es prêt à réfléchir à élargir les possibilités d'entrer dans la communauté, c'est ça que tu dis? En tout cas, c'est ma volonté de modérateur. On en discutera en conseil, on en discutera avec tous les responsables, mais je crois que c'est le moment d'ouvrir cette possibilité. Le troisième point, qui est quelque chose qui m'a marqué depuis que je suis en responsabilité dans la communauté, c'est notre insuffisance sur ce que j'appelle le rendre compte aux frères, voire le rendre compte à l'autre. Nous sommes une multitude d'associations dans les associations, on a des assemblées générales, et à chaque fois, l'assemblée générale rend compte à ceux qui composent cette assemblée générale. Moi, j'observe qu'on n'a pas complètement travaillé beaucoup ce sujet-là, et que donc,
apprendre du monde associatif, apprendre des autres à rendre compte est un vrai point de progrès. Ça veut dire quoi, rendre compte? C'est informer les frères et sœurs des sujets, par exemple, sur lesquels travaillent les instances de gouvernement. C'est informer des décisions qui sont prises. C'est informer des difficultés qu'on rencontre, des enjeux qui sont devant nous. Ça veut dire quoi? Alors, c'est fondamentalement les enjeux, mais c'est, comme tu dis, les difficultés qu'on rencontre. En tout cas, ne pas laisser vivre à nos frères et sœurs une sorte de grand tunnel dans lequel le gouvernement en haut fait sa vie, nous en bas, dans nos provinces, dans nos secteurs, on fait notre vie, puis on ne se parle jamais. Je pense que c'est au gouvernement de rendre compte aux frères et aux sœurs de ses activités. C'est le temps de la visite apostolique aussi, actuellement. Oui, c'est le temps de la visite apostolique et en même temps, c'est un événement et je ne voudrais pas que ce soit non plus l'événement du moment. L'Église a demandé cette visite apostolique, mais elle nous demande surtout de poursuivre nos missions. Et pour moi, le message premier que je dirais à nos frères et sœurs, la vie de la communauté, c'est les 1600 maisonnées, ce sont nos 200 secteurs et ce sont nos 70 provinces. Alors, ça, c'est la vie opérationnelle et la vie pastorale de la communauté, celle qui a parlé au monde. La visite apostolique, elle est là pour régler un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquels on va revenir. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. Donc la visite apostolique, elle a été décidée en octobre dernier par un décret du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, dont dépend la communauté. Elle a nommé, donc Monseigneur Farel a nommé Monseigneur Antoine Héroard, qui est l'archevêque de Dijon, comme visiteur apostolique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette visite? Où est-ce qu'on en est? Comment ça avance? Bien sûr. Déjà, elle est commencée. L'annonce du dicaster, c'était le 24 octobre dernier, comme tu viens de le dire. Elle est commencée et le visiteur, Monseigneur Héroard, a commencé ses travaux. Mais je voudrais aussi préciser qu'il n'est pas à 100% sur cette activité de la visite apostolique. Il est archevêque, il a en charge un diocèse, il a aussi d'autres missions pour le compte de l'Église. Donc c'est quelque chose qu'il a pris parce que c'est une mission qu'il reçoit du pape, et en même temps, il a le temps qu'il peut nous consacrer. Personnellement, je l'ai rencontré le 17 novembre dernier. J'ai compris dans sa démarche qu'il commençait par une analyse des documents qu'il avait reçus. Il a reçu beaucoup de documents sous format lettre, sous format mail. Il y a une adresse d'ailleurs qui a été créée, visite.emmanuel@évêché-dijon.com. Donc ça, c'est important parce que ceux et celles qui souhaitent s'exprimer et souhaitent donner un message, ils sont libres de le faire. Voilà, ils sont libres de le faire. Le visiteur m'a dit qu'il prendra le temps. Et ça, c'est peut-être un message aussi à retenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de précipitation. Et pour moi, c'est une marque de confiance. Parce que s'il y avait urgence, peut-être qu'il y aurait plus de personnes qui enquêteraient. Il a dit, voilà, j'ai un certain nombre de sujets à travailler, je prendrai le temps. Concrètement, les premières rencontres physiques vont débuter début janvier. Voilà ce que je peux dire. Et il nous a rappelé lors de ces interviews, notamment qui sont sur le site de la communauté, il nous a rappelé qu'il ferait un premier point, et pas un rapport, un premier point à Rome, un point d'étape, voilà, à Rome, en mai 2026. Peut-être qu'à ce stade, c'est intéressant de se redire exactement ce qu'est une visite apostolique, à quoi ça sert et quel est l'objectif. Alors d'abord, c'est une mesure qui est décidée par le pape. Donc c'est le pape Léon qui a décider cette visite apostolique. Et dans l'organisation de l'Église, le pape délègue à ce qu'on appelle un dicaster, c'est-à-dire une sorte de ministère. À la tête de ce dicaster, il y a un cardinal en général, un préfet, pour prendre la bonne expression, et c'est ce préfet qui diligente la visite apostolique. Il nomme un visiteur, et le rôle du visiteur est d'enquêter et de référer. Donc, il n'est pas là pour décider. Je pense que ça, c'est un point qui est important. Celui qui décidera, c'est le cardinal Farel, sur la base d'éléments qui lui seront reportés par Monseigneur Héroard. Une visite apostolique, ça traite en général de 5 points. Le traitement des personnes, le gouvernement, la formation, l'insertion ecclésiale et les dimensions économiques et juridiques. Quand on regarde nos éléments de décret, moi, je trouve qu'on est dans une visite apostolique de la communauté de l'Emmanuel qui est finalement très classique. Oui, il y a 4 motifs qui ont présidé à la décision de cette visite.
Alors, je l'annonce déjà, on développera la question du traitement des abus un peu plus longuement dans un instant. Le premier motif, c'est le fonctionnement du gouvernement, de la structure et de la configuration des fonctions, en particulier les pouvoirs du modérateur. Est-ce que tu veux bien nous dire un mot sur ce premier motif ? Bah, si on regarde un petit peu notre organisation en ayant un regard un peu en hauteur, on a un responsable de maisonnée, un responsable de secteur, un responsable de province, parfois un responsable de pays. On a maintenant des responsables de région ou de sous-zone, des responsables de zone et le modérateur. On a donc au moins 6 niveaux. Comment est-ce possible que le modérateur, puisqu'on parle des pouvoirs du modérateur, connaisse toute l'organisation et sache exactement ce qui s'y passe? C'est quand même impressionnant, mais quand on regarde tout ça, peut se demander qui fait quoi, qui rend compte à qui a vraiment autorité sur qui. Et je trouve que la visite sur ce point-là va nous dire, peut-être que ça c'est beaucoup, peut-être que ça c'est super, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un regard extérieur. Le deuxième motif, ce sont les modes d'intégration de la communauté dans la vie des diocèses. Donc comment la communauté ne vit pas en vase clos, mais vit au sein d'un diocèse avec l'Église locale. Alors quand on entend mode d'intégration, on a tout de suite une petite musique qui peut dire ça se passe pas bien. On peut aussi se dire ça se passe bien. Donc, ça se passe. Voilà. En tout cas, les retours que je peux avoir, moi, sont globalement plutôt bons au plan local. Je ne minimise pas et j'ignore pas qu'il y a eu des tensions dans tel ou tel diocèse ou dans telle ou telle paroisse, mais ça n'est pas une généralité et je pense qu'il faut le dire. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de dysfonctionnement général. En revanche, il y a un point qui est pour moi plus institutionnel. C'est après 8 ans d'expérience, le bilan qu'on peut faire du rôle de l'association cléricale dans le paysage de l'Église. La communauté est organisée avec une communauté laïque et nos prêtres sont une association cléricale. Et là, il se peut, en tout cas, qu'il y ait des échanges nécessaires entre l'Église locale, notre association cléricale, mais aussi, et ça pour moi c'est important, le dicaster qui s'occupe des prêtres, qui est le dicaster du clergé. Le troisième motif de cette visite, c'est la consolidation des processus de formation interne, en particulier en ce qui concerne l'apostolat auprès des jeunes et la promotion de la communion ecclésiale. Oui, alors là c'est un peu compliqué quand même tout ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on y retrouve la formation, et la formation est un des 5 thèmes évoqués dans une visite apostolique, donc rien de particulier. À mon sens, je pense qu'il va y avoir un regard précis sur la formation donnée aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui se posent la question de la vocation. La vie consacrée. Oui, de la vie consacrée ou de la prêtrise. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est la formation qu'on donne à nos jeunes couples. Donc tout ça, ça peut, et probablement ça sera regardé, mais je n'en sais pas plus. Voilà. Ce qui est également intéressant, c'est la formation que donne la communauté des jeunes jusqu'à 25 ans, avec ce qui peut se faire et comment c'est contrôlé, notamment dans nos sessions à Paray-le-Monial. Le quatrième point, c'est, alors je cite le décret, la révision des modalités de traitement des cas d'abus au sein de la communauté. On va prendre le temps de développer ce point qui est particulièrement sensible. Si le traitement des situations d'abus est pointé du doigt par le dicaster, est-ce que ça veut dire qu'on a échoué quelque part? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire ou qu'est-ce qu'on n'a pas compris qu'il fallait faire? Alors, c'est évidemment le point qui est probablement le plus sensible actuellement au sein de la communauté. Et puis, je dirais que c'est aussi spécial à la France. Il faut pas l'ignorer. Ce point, finalement, il est clairement lié aussi au traitement des personnes. Donc, on se retrouve dans une visite apostolique qui traite des personnes. Nous concernant, c'est plus la gestion et le traitement des abus. Et la gestion et le traitement de comment on gère cela avec nos victimes. Je crois que mon premier mot ira directement aux victimes. Ça me paraît important de souligner cela. Et puis de reconnaître que nous n'avons pas suffisamment, mais vraiment pas suffisamment bien fait, et pris conscience, quand il fallait en prendre conscience,
de la gravité de ces faits. Je suis solennel là, mais pour moi, les premières pensées doivent aller aux victimes. La prise en charge des victimes, elle connaît 4 phases. L'accueil de la personne, la reconnaissance, le pardon et la réparation. Le pardon que la communauté devrait donner aux victimes. Le pardon pour la victime, oui, exactement. Eh bien, je pense qu'il y a des moments où nous avons bien fait, mais aussi il y a des moments où nous avons mal fait durant l'une ou l'autre de ces 4 phases. Parfois, nous pensions que ce qui convenait à une victime devait s'appliquer à une autre victime, et on s'est vite aperçu qu'on prenait un mauvais chemin. Chaque situation est à prendre en compte, et chaque situation est vraiment quelque chose qui doit être, je ne trouve pas le bon mot, mais bien réfléchi, bien pensé, bien travaillé avec la victime. Donc il faut personnaliser l'accompagnement des victimes, c'est ça que tu es en train de nous dire. Chaque victime est singulière et peut avoir à un moment ou à un autre des attentes qui ne sont pas celles d'une autre personne. Exactement, parce que chacune de ces phases est vécue d'une façon différente par l'une ou par l'autre. Je vais vous prendre 2 exemples, par exemple. Parfois, l'accueil a été bien réalisé. On peut le prouver par des comptes rendus, par plein de choses formelles. Mais ensuite, et puis c'est même partagé par la victime parfois. Mais ensuite, il y a un temps long, un dans tunnel, lequel il ne se passe plus rien. Dans lequel la victime se dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se fait ?» Alors on pourra toujours le justifier, l'expliquer que l'affaire est soumise à enquête par les autorités de police, par les autorités de justice, mais nous avons parfois perdu la relation personnelle avec la victime. Donc peu importe les explications qu'on a, ça a été mal vécu et on doit prendre en compte cet aspect-là. Et puis, deuxième exemple, comme parfois nous n'avons pas été très clairs dans notre façon de faire, on a pu donner l'impression qu'on protégeait la communauté plus que protéger les victimes. Alors même si, encore une fois, ça n'était pas la volonté, c'est comme ça que c'est perçu. Et donc, il nous faut travailler pour améliorer ça. Et si nous avons une visite apostolique dont le titre est de réviser les modalités, ça veut dire qu'il y en a, mais il faut les réviser, les modalités, acceptons d'être regardés et d'avoir un retour critique, positif, pour nous améliorer dans le traitement de ce dossier. Pour autant, rien n'a pas été... Enfin, il s'est quand même passé des choses et tout n'est pas à mettre à la poubelle dans la manière dont on a géré et accompagné les personnes victimes. C'est exactement la complexité de cette affaire-là, parce que des personnes extrêmement engagées au service des victimes, au service aussi de la communauté, parfois ont mal vécu le fait qu'elles soient critiquées. Que ce soit un point de la visite apostolique. Et puis que ce soit un point de visite apostolique. Ma responsabilité, c'est déjà de remercier toutes les personnes qui se sont engagées, grosso modo depuis 2019, au service du traitement, de la gestion des abus. Et je voudrais souligner en premier mes remerciements pour toutes les personnes qui ont participé ou qui participent encore à ce qu'on appelle la CPLA, c'est-à-dire la Commission pour la prévention et la lutte contre les abus. Je voudrais qu'on dise un mot maintenant sur le traitement lui-même des situations d'abus, c'est-à-dire sur les processus à qui on s'adresse quand on est concerné, qui fait quoi, comment ça se passe. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que justement, ça, c'est un point de progrès. Il y a un flou. Alors, ça n'est pas fluide. Voilà, je ne peux pas mieux dire que ça. Donc, on a un premier accès par notre site. Quand on arrive sur notre site, on peut cliquer « Agir contre les abus » et on est très vite guidé. Mais une fois qu'on a fait ça, on ne sait pas si c'est le bon interlocuteur, la commission ceci ou le groupe cela. Alors, on va remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Mon premier point est déjà de dire qu'on est totalement transparent sur notre traitement et ce que nous faisons. J'invite les uns et les autres qui le souhaitent à aller regarder sur le site de la communauté. En 3 clics, on tape sur le moteur de recherche « Communauté Emmanuel Abus ». Vous tapez ça sur le moteur de recherche, vous êtes tout de suite sur l'accès et on obtient toutes les informations. Tous les bilans, en tout cas, de la CPLA depuis sa création en 2019. Voilà. Pour autant,
j'ai encore à travailler avec l'ensemble des équipes, à clarifier le rôle de la commission, de ce que pourra faire une cellule de crise. On a créé des cellules de contact, on a parfois des binômes, on a aussi des cellules pays. Alors, le qui fait quoi est un vrai sujet d'amélioration, et je compte beaucoup à la fois sur ce que nous avons engagé comme audit, on y reviendra probablement, et ce que va nous recommander la visite apostolique. Pour moi, il y a 3 points qui sont à traiter en priorité. Le premier, c'est le parcours qui est proposé à une personne qui est victime et qui entre dans notre organisation. Quel parcours elle va suivre à l'issue du premier contact? En général, le premier contact est plutôt réussi. Il y a quand même encore quelques éléments qui divergent sur la suite. Et donc, la priorité, c'est comment on maintient le contact avec elle. Ça, ce point-là, aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Et on doit s'inspirer de ce qui se fait, notamment dans d'autres commissions à l'étranger, qui ont parfois mis des cellules dédiées uniquement à l'accompagnement, des cellules dédiées uniquement à l'écoute. Nous, dans notre à la fois envie de bien faire, mais aussi peut-être en pensant qu'on savait faire nous-mêmes, on a décidé un peu de tout faire. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps n'est plus possible à tout faire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, puisque j'évoquais qu'on se tournait vers l'extérieur, on a mis en place des audits. On a fait un, par exemple, En 2023. En 2023, mais on en a un en cours qui va nous donner des recommandations. Et un des intérêts, c'est que c'est quelqu'un de l'extérieur qui nous regarde et qui va nous dire vous pourriez plutôt vous aspirer de tel modèle ou de tel modèle. C'est donc s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, c'est pour moi le troisième point. Donc l'audit, on y reviendra dans un instant. Maintenant, je voudrais qu'on dise un mot sur les personnes qui sont mises en cause. Est-ce qu'on peut illustrer par des chiffres pour nous permettre d'évaluer la situation? Combien de personnes ça concerne en fait? Combien de personnes ont été mises en cause, notamment sur l'année 2025? Alors, je redis, parce que les chiffres peuvent être consultés sur le site dans chaque rapport annuel de la CPLA, mais puisque tu me poses la question, je vais être très précis. Nous avons eu 18 témoignages qui sont remontés au niveau de la commission. 14 concernent des prêtres et 4 concernent des laïcs. 12 prêtres sont concernés, ce qui veut dire qu'il y a forcément un prêtre qui a eu plusieurs témoignages contre lui. Voilà. Donc 12 prêtres sont concernés, 7 sont incardinés en France, 4 en Europe et 1 en Afrique. Ce qui veut dire que nous commençons à avoir des remontées qui arrivent de tous les continents et que c'est une bonne chose parce que c'est plutôt récent. C'est nouveau. Voilà. Parmi les laïcs, il y a une personne consacrée dans le célibat et ils sont tous en France. Donc ça fait 16 personnes. Sur ces 16 personnes, 7 sont mises en cause pour une suspicion d'abus sexuels, dont 3 sur mineurs. Et puis 9 qui se répartissent entre abus de pouvoir, abus d'autorité et abus spirituels. Alors, c'est choquant, et je veux vraiment le dire, mais soit on ne donne pas des informations, et à ce moment-là, très concrètement, on a l'impression que la communauté cache les choses, soit on donne des informations, et donc on a besoin d'en savoir plus. On a aussi à entendre ce que nous disent les victimes et à être très transparent sur le fait qu'on a des situations présumées d'abus. Aujourd'hui, on ne sait pas, seuls savent les membres de la CPLA qui sont ces personnes mises en cause. Même toi, tu ne connais pas leur identité. Non, je ne les connais pas, mais c'est aussi un choix je connais les affaires traitées par le passé, mais les affaires en cours, je ne les connais pas. C'est un choix aussi d'indépendance de la commission. Par rapport au gouvernement? Par rapport au gouvernement que je représente. Peut-être que les choses évolueront. La situation est celle-là aujourd'hui. Moi, parfois, ça peut me surprendre, mais très concrètement, je respecte l'organisation qui a été mise en place.
Tu as dit un mot de l'international, puisque certaines personnes mises en cause ne sont pas françaises et donc viennent d'autres pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'il en est de la situation hors de France? Alors là, on est vraiment au cœur de notre organisation internationale. L'approche d'un pays n'est pas la même par rapport à un autre pays. L'approche d'une culture n'est pas la même par rapport à une autre culture. Il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien, il s'agit de prendre en compte cette réalité. Nous demandons, c'est l'étape vraiment, vous l'avez vu là, enfin, à l'instant, nous l'avons vu sur les chiffres, nous demandons maintenant à chaque zone, à chaque pays, de remonter les informations qu'elle détient. Probablement, et très certainement, elle ne détient pas toutes les informations. Mais nous avançons sur ces sujets en sachant que les exigences de certains ne sont pas les exigences des autres et qu'il faut avoir la simplicité de le dire. Et la prise de conscience n'en est pas non plus au même niveau selon les pays? Alors je pense que ça progresse partout, mais la gravité peut-être n'est pas au même niveau. Et puis, on peut voir aussi que tous les pays n'ont pas fait l'équivalent des rapports SIAS tels qu'on a pu le connaître en France ou dans d'autres pays. Bon, voilà, je prends en compte cette réalité. Qu'est-ce qui a déjà été amélioré et mis en place sur cette question des abus toujours, grâce à ce qu'on a appris toutes ces dernières années? La première chose, c'est qu'on a découvert qu'on ne savait pas tout seul. Et que donc, nous ne pouvons plus travailler seuls. On doit apprendre des autres et de leur expérience. Alors, cela passe par la nécessité d'être audité. On a dit qu'on reviendrait sur l'audit, mais d'être audité pas par nous-mêmes ou pas par notre organisation, par des personnes indépendantes qui ont une connaissance aussi de ces sujets, mais des personnes indépendantes du fonctionnement de notre organisation. Nous l'avons été en 2023, nous le sommes encore en 2025. Par exemple, en 2023, on a reçu comme retour et comme consigne à mettre en place qu'il ne pouvait pas y avoir de membres du gouvernement dans la commission qui lutte de prévention et de lutte contre les abus. C'était une confusion des rôles. Les changements ont été faits, mais c'est intéressant de voir qu'on était parti plutôt à essayer de faire bien et de se mêler de toutes les choses, alors que la recommandation est de bien... de séparer les pouvoirs. Séparer les pouvoirs, d'une certaine façon. En 2025, vous voyez, tout à l'heure, j'ai été un peu imprécis sur comment on rentre en contact, etc. On a demandé à des auditeurs experts qui ne sont pas de la communauté, mais aussi qui sont de la communauté, mais à l'étranger, pas en France en tout cas, parce qu'il faut se considérer par rapport à une problématique française, là. Et ils vont nous faire leurs recommandations. Ils nous ont invités aussi, là encore, d'ores et déjà, à nous tourner vers les nouvelles structures. Donc là, l'audit est toujours en cours? L'audit est toujours en cours, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, entre guillemets, qui ont été mises en place et qui sont le fruit de ce qu'on a appris, le fruit de l'expérience? Donc, qui vont être mises en place? Parmi la mesure, pour moi, peut-être principale, c'est la mise en place d'un coordonnateur général indépendant, qui soit exigeant avec le gouvernement et qui soit aussi exigeant avec les différentes commissions pour produire des résultats en termes de compte-rendu, par exemple, de respecter les délais. Le souci des délais est vraiment le souci important des victimes et être importé. Donc la mise en place d'un coordonnateur général qui devrait se mettre, je crois, en place après le compte-rendu des audits qui viendra début 2026. Autre élément qui nous est paru intéressant, c'est une invitation très forte à rencontrer à nouveau la CRR, la Commission de reconnaissance et de réparation. Nous avions eu des échanges avec elle il y a quelques années, nous n'avions pas donné suite. Nous avons vu que cette commission se tourne aujourd'hui vers des mouvements différents et qu'elle ne traite pas seulement les communautés religieuses. À partir de là, on trouve intéressant de dire qu'est-ce qu'elle peut nous offrir en termes de compétences pour avancer nous-mêmes et toujours apprendre grâce à leur expérience qui maintenant est très conséquente puisqu'il y a plus de 1200 dossiers qu'ils ont traités. Donc là, vous êtes en train de travailler pour voir comment se rapprocher de la CRR et éventuellement d'y adhérer.
Absolument, c'est tout à fait ça, et même plutôt d'avancer très concrètement sur ce dossier, puisque c'est un sujet qu'on a partagé en Conseil international, et donc j'ai missionné les personnes pour avancer maintenant sur la contractualisation avec la CRR. Selon toi, qu'est-ce qu'il reste à faire pour mieux accueillir et écouter la parole des personnes victimes, pour les accompagner, pour reconnaître les violences qu'elles ont subies? Et puis j'ai envie d'ajouter aussi pour éviter que d'autres drames se reproduisent aujourd'hui. Alors, première chose à faire, c'est de rester humble, rester simple, et avoir toujours en tête que ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose une fois bien que c'est systématiquement bien. Je l'ai déjà dit, mais je me permets de le répéter. Il n'y a pas un processus unique applicable à toutes les situations. Et c'est de notre expérience collective que nous saurons avancer, exemple reçu de la CRR. Et moi, j'avais entendu aussi, en discutant avec des experts, qu'on commence à un peu savoir bien traiter ces sujets avec 5 ans d'expérience. Alors, 2019, 2026, on peut se dire qu'on a de l'expérience, mais on doit progresser. Ensuite, c'est expérimenter, et nous avons mis en place des binômes. C'est quelque chose qui est apprécié de bon nombre de victimes. Nous travaillons aussi avec des médiateurs professionnels. Donc les binômes, juste un mot sur les binômes. Ce sont 2 personnes qui sont mandatées par le gouvernement pour avoir justement un suivi de la personne victime. De la personne ou des personnes victimes. Voilà. Donc c'est quelque chose que nous expérimentons et qui est plutôt bien apprécié. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout le temps réussi, mais c'est un vrai plus. Je le disais, on a mis en place donc des médiations avec des professionnels. En termes de communication, c'est oser dire. Je pense qu'on prend beaucoup de temps là à en parler, mais pour moi c'est important, parce que si le gouvernement que je représente ne donne pas une parole sur ce sujet et finalement tourne toujours autour du pot, on a l'impression qu'on cache quelque chose. Et moi, mon ambition, c'est de ne rien cacher. On ne fait pas forcément les choses très bien. On a, encore une fois, à écouter ce qui se dit de l'extérieur, mais on a surtout à montrer une volonté, et je le fais aujourd'hui, pour que ces sujets progressent. Enfin, et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment totalement fait, c'est aller plus loin sur la demande de pardon et de réparation. Alors, je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus là, mais c'est le chantier qui s'ouvre de manière immédiate. Évidemment, il ne faut pas reproduire ces erreurs. Et donc, certains dossiers n'ont pas forcément été bien traités. On a demandé à des experts de relire le traitement de dossiers avec des abuseurs avérés, notamment un prêtre qui a été sorti de l'état clérical, donc retiré de l'état clérical, donc c'est quelque chose qui s'est produit. C'est une des plus fortes sanctions que l'Église peut donner à un prêtre. Voilà. Et donc, il en est retiré plusieurs aspects de progrès. J'en citerai 2. Finalement, avoir un formalisme très important sur la formation des prêtres et des séminaristes pour leur organisation et leur discernement vocationnel. Je voudrais qu'on dise un mot, tu as commencé à le faire, sur la manière dont la communauté communique ou pas sur telle ou telle situation. Quels sont les éléments qui sont pris en compte pour décider ce qu'on va dire, ce qu'on ne va pas dire, ou ce qu'on va dire à un certain moment et pas à un autre? Alors, je vais commencer en répondant par la négative à la question. C'est-à-dire qu'il n'est plus pensable aujourd'hui de ne pas communiquer. Et je crois que le faire là et échanger est déjà une première mesure et une première impulsion. Évidemment que la communication, c'est toujours un sujet fragile et qu'on peut vite mal faire, mais ne pas communiquer est insupportable et insupportable pour les victimes. Ça veut dire qu'on cautionne quelque part, sans le vouloir, mais qu'on cautionne une organisation qui est une organisation opaque. Si je prends ce terme, c'est parce que je l'entends quand je discute avec les frères et sœurs. On dit « votre organisation elle est opaque sur la gestion des élus ». Je souhaite qu'elle ne le soit plus. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, je le dis de cette façon. Nous avons à dire notre soutien aux victimes à temps et à contre-temps. Nous sommes aussi soumis à nos obligations. Je veux dire, on ne peut pas mettre à la vindicte des personnes, mais en même temps, ça ne nous dédouane pas de parler de nos victimes et d'abus qu'elles ont vécus.
les obligations auxquelles la communauté est soumise, les lignes qu'elle ne peut pas franchir parce qu'elle n'en a pas le droit, sont lesquelles? Alors, d'abord, la communauté, elle n'est pas seule. Pour les prêtres, elle doit travailler avec les diocèses. Nos prêtres sont Des prêtres diocésains, la et donc plupart. ils sont placés sous l'autorité de leur évêque. Alors, ce n'est pas pour me dédouaner, c'est simplement qu'on doit travailler en parfaite harmonie avec nos évêques, et ça se passe très bien. Voilà. Ensuite, le temps de la justice n'est pas forcément le temps des victimes. Et donc, il faut qu'on trouve un équilibre, parfois instable, j'en ai bien conscience. Le temps de la justice est très long. Et oui, le temps de la justice. Et c'est d'autant plus long pour les victimes, parce qu'il ne se passe rien entre les deux, quoi. Voilà. Donc il faut trouver le bon équilibre là-dedans. Et pour nos prêtres, parce que il y a les sanctions pénales du droit, idem pour les laïcs, puis on a aussi les sanctions canoniques. Et les sanctions canoniques, elles doivent être aussi travaillées avec Rome. Mais je dirais que cette organisation est de notre responsabilité, elle ne doit pas aller vers notre absence de souci et de communication pour les victimes. On va changer complètement de sujet maintenant. Tu voulais nous dire quelques mots des finances de la communauté. Oui. C'est nouveau. Pourquoi tu veux en parler aujourd'hui ? Parce que je trouve que c'est un sujet tabou. L'argent est toujours un sujet tabou. Et ça met mal à l'aise. Et que je pense qu'un modérateur doit aussi parler de ces sujets. Voilà. Donc, premier point. Surtout quand il communique à l'ensemble de ses frères. Et puis surtout parce que j'entends... parfois en interne, souvent en externe, la communauté est une communauté riche, elle a plein d'argent, riche, voire très riche. Pour moi, la réalité, je suis économe j'ai été économe. Depuis 2024, depuis un peu plus d'un an. Voilà, donc j'ai quand même une connaissance un peu de l'organisation financière de la communauté. Moi, je trouve que nous avons du mal à équilibrer nos comptes. Sur les 5 dernières années, on est plutôt sur des pertes annuelles autour de 500 000 euros. 500 000 euros, c'est pas rien. Donc je veux le dire. Et il me semble juste de partager ce point. J'évoquais tout à l'heure le rendre compte. Ça me paraît être un élément de rendre compte. Alors, la tendance générale, elle est une baisse aussi des dons. Ça, c'est d'année en année pour nous, mais c'est valable sur l'ensemble du marché qu'on dit de la générosité. Et donc, la baisse des dons pour la communauté s'applique dans d'autres communautés. Est-ce que la communauté gagne de l'argent à travers les événements qu'elle organise ? Et je pense là aux sessions de Paray, où on entend quand même assez souvent cette petite musique qui nous dit Paray, c'est l'occasion de gagner beaucoup d'argent. Alors, merci de me poser cette question, parce que je l'entends aussi, cette petite musique, où Paray, avec une organisation où seulement les riches peuvent accéder. Alors d'abord, c'est faux, parce que les tarifs de Paray sont les plus ajustés possibles. Ils sont chers, je veux bien l'entendre, mais sont les plus ajustés possibles. Alors, pour vraiment répondre à ta question, non, les sessions de Paray ne gagnent pas d'argent. Non, elles n'en gagnent pas. Elles en perdent ? Elles en perdent. Alors, une session de Paray, pour donner un ordre d'idée, c'est plutôt une dépense de 2,5 millions. Donc c'est énorme, hein, c'est un gros budget, mais c'est une recette de 2,3 millions. Donc on perd 200 000 euros. Alors ces 200 000 euros, ils sont réassurés par d'autres événements, mais pour ne prendre que cet exemple, on ne gagne pas d'argent sur les sessions de Paray. Le but de la communauté n'est pas de gagner de l'argent, hein, mais n'est pas non plus d'en perdre. Le but de la communauté, c'est de mettre l'argent au service de la mission. Donc ce qui est fait à Paray est assumé. On sait qu'on peut perdre ou qu'on va perdre de l'argent. Il ne faut pas en perdre plus, mais on sait qu'on peut perdre et qu'on va perdre, et qu'on aura peut-être d'autres événements qui permettront de réduire ce déficit. Mais je voudrais enlever cette idée fausse que la communauté tourne à des niveaux de dépenses qui font qu'elle s'enrichit. C'est faux. Si j'entends bien, il y a quand même un problème de budget. Quand il y a des problèmes de budget, il n'y a pas 50 solutions. Soit on augmente les ressources, soit on baisse les dépenses, soit on essaye de conjuguer les deux en même temps. Qu'est-ce que peut faire la communauté pour soit augmenter ses ressources, soit diminuer ses dépenses, et lesquelles ? La réponse est dans ta question. Il faut à la fois être sur les dépenses et être sur les recettes. Alors sur les recettes, c'est travailler autour du développement des legs, mais je n'en dirai pas plus, et quand même nous renouveler dans la recherche de fonds. Sur les dépenses, il va falloir commencer à regarder ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas.
Et j'ai demandé, moi, pour l'année 2026, à l'ensemble des missions, certainement l'économe parle encore en moi, mais à l'ensemble des missions, de regarder les économies qu'elles peuvent faire de manière à avoir un budget équilibré. Et le Conseil international a posé comme objectif d'être à l'équilibre fin 2026 et d'avoir toute une année 2027 qui fonctionne avec des comptes à l'équilibre. On arrive bientôt à la fin de notre échange. Je voudrais qu'on revienne à notre vie communautaire ordinaire de frères et sœurs. Certains d'entre nous peuvent se trouver assez loin de ces préoccupations, de la visite apostolique, des questions de gouvernance, des questions de budget. À l'inverse, d'autres ont pu voir leur confiance dans le gouvernement de la communauté assez fortement impactée. Il y a 1 an et demi, en août 2024, je le disais en introduction, le Conseil international et Michel Bernard de Vrégy nous ont envoyé une lettre pastorale intitulée « Cœur à cœur ». On peut la retrouver facilement sur Emma Connect et sur le site de la communauté. En 2 mots, l'intuition de Cœur à cœur, c'est de proposer, d'initier un processus de conversion qui soit à la fois personnel et communautaire, que notre cœur à cœur avec le Christ vienne nourrir un cœur à cœur avec les pauvres, avec les personnes qui souffrent, ou avec celles qui ne connaissent pas Dieu, et inversement. Au-delà des turbulences qui peuvent nous agiter ou pas, est-ce que cœur à cœur, ce ne serait pas un appel à nous recentrer sur notre appel communautaire, sur ce qui fait l'essence même de notre vie en communauté, de pourquoi on est en communauté, être dans le monde avec toutes ces personnes sans être du monde parce qu'on est connecté au Christ? Tout est dit. Et merci pour ce résumé. Je n'ai pas beaucoup plus à dire. Sauf un point. Vous savez, quand un responsable nouveau arrive, on peut avoir la tendance de dire avant on va faire différent, on va faire mieux, on va faire ceci, on va faire cela. La démarche cœur à cœur est lancée depuis bien avant mon arrivée. Et je pense que cette intuition est une intuition profonde de transformation de notre présence au monde. Nous sommes là pour dire la façon dont Dieu aime le monde. Et la façon dont Dieu aime le monde participe de la rencontre qu'on a avec ce monde. Alors certains ont fait des tables rondes, certains ont fait des tables carrées, il y a des très beaux reportages qui existent là-dessus. Pour moi, tout cela n'est que l'actualisation en 2025 de ce que disait notre fondateur Pierre Goursat en 1979. Je vais lire ce qu'il nous disait. « Ayez de la charité les uns pour les autres, et pour avoir de la charité les uns pour les autres, aller vers les plus malheureux, les plus pauvres, les plus démunis. » Alors, il y a un axe pour aller vers eux et il y a un axe pour les recevoir. Et à chaque fois qu'on reçoit le témoignage de personnes qui font cœur à cœur, ils sont au moins autant émerveillés, et tu le sais bien parce que tu l'as vécu dans ta région, ils sont au moins autant émerveillés par ce qu'ils reçoivent que par le peu qu'ils donnent. Et cette démarche est vraiment une intuition profonde, presque une prophétie. Alors, ce qu'on a décidé au Conseil international, c'est de la prolonger. Parce qu'on sait très bien que l'appropriation de la démarche est inégale d'un secteur à l'autre, d'un pays à l'autre, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment, quelque part, on se positionne vers « nous sommes disponibles pour avancer ensemble en frères ». Cœur à cœur, il faut imaginer les disciples d'Emmaüs, qui marchent l'un à côté de l'autre, et puis il y a un troisième cœur qui est celui du Seigneur qui est toujours là. Eh bien, on voit bien que cette rencontre simple, elle est merveilleuse, et elle nous fait découvrir quelque chose de plus vers le Seigneur. C'est vraiment une démarche pastorale très profonde et qui nous décentre de nous-mêmes. On nous reproche trop souvent d'être centrés, auto-référencés au sein de l'Emmanuel. Là, on a quelque chose où on peut être différent et on a quelque chose à dire au monde. Je l'ai dit, mais je me permets de le souligner. Et cette intuition, qui date de 24, je me suis permis de la relire avec le premier message que j'avais donné lorsque j'ai été élu responsable du gouvernement intérimaire. Je m'étais appuyé sur la déclaration du cardinal Farel, et je terminerai par cela, qui décrivait la communauté de l'Emmanuel de la façon suivante. Je relis son texte. La communauté de l'Emmanuel rassemble des personnes qui, fondant leur agir sur une vie contemplative, intense et ayant l'Eucharistie comme source et centre de leur travail,
répondent à l'appel spécifique d'annoncer le Seigneur ressuscité à toutes les personnes qui souffrent encore parce qu'elles ne connaissent pas Dieu, se mettent au service des pauvres, des malades, des personnes seules et des marginaux. Comme par hasard, on retrouve en 2023 une intuition déjà prononcée par Pierre Goursat en 1979. Adoration, compassion. Évangélisation. Merci Désiré. Merci.